Salut tout le monde, ça fait plusieurs mois que je suis revenue de mon voyage de Scandinavie que j'ai fait à l'été 2023 et pourtant je ne vous ai pas encore tout raconté. Alors après avoir exposé tous les villages reconstitués dans lesquels j'ai pu séjourner au cours de mon voyage, j'ai décidé dans cette vidéo de vous passer en revue tous les musées que j'ai eu la chance de visiter, histoire de vous proposer quelques activités à faire lors de votre prochain voyage en Scandinavie, on sait jamais, sur les traces des Vikings. Allez, c'est parti! J'ai commencé mon voyage par le Danemark, donc on va faire ça de façon chronologique, et je me suis arrêtée plus précisément dans la ville de Ribe, qui est un important site de fouilles concernant les Vikings. Ce qui est intéressant à Ribe, c'est d'aller voir le Viking Center, qui est le village reconstitué dont je parle dans ma précédente vidéo. Mais si vous voulez faire le musée aussi, qui se trouve dans le centre-ville, à peine 3 km du Viking Center, sachez qu'il faudra débourser 110 couronnes danoises, c'est l'équivalent d'environ 15 €. Alors c'est un musée qui est assez modeste en termes de taille, j'ai trouvé. Et il faut dire quand même que le rez-de-chaussée, donc toute la plus grosse partie, c'est un peu classique, avec des vitrines un petit peu vieillottes, voilà, pas vraiment de mise en valeur moderne et interactive. Néanmoins, il y a quand même beaucoup de matière, c'est très intéressant. Il y a beaucoup, par exemple, de fragments de poterie, de perles, d'éléments en cuir, avec par exemple des chaussures. Il y a aussi beaucoup de moules pour la bijouterie. Et ce qui était intéressant, c'est que le musée, dans la dernière partie, propose une continuation en fait de l'histoire de la ville, avec des objets exposés qui vont jusqu'au XVIe siècle, je crois, de mémoire. Donc ça peut être intéressant pour qui vient et veut avoir une image complète de la ville de Ribe à travers l'histoire. Le petit plus, c'est l'étage, c'est l'aile supplémentaire qui est un petit peu plus moderne et qui est dédiée aux dernières trouvailles faites à Ribe. On y trouve vraiment quelques belles pièces, comme par exemple des amulettes, des morceaux de coffres, des morceaux de tabourets, donc de mobilier, ou un morceau aussi de lyre qui est vraiment exceptionnel. Et dans cette partie, vraiment, la disposition et la mise en valeur des objets est assez moderne. Il y a quand même beaucoup d'explications avec des panneaux et des vidéos de chercheurs qui expliquent le contexte de découverte des objets. Donc voilà, c'est plutôt positif, même si je trouve ça un petit peu cher par rapport aux autres musées que j'ai vus après, ça reste quand même un peu élevé. Après ça, je suis un peu revenue sur mes pas, donc je suis revenue en Allemagne à Hedeby où j'ai pu participer au Summer Market. Et donc comme j'étais sur place, à côté du village reconstitué, j'en ai profité pour visiter le musée. Et j'ai aussi fait la boutique pour ramener quelques bouquins pour les copains. Alors c'est un musée qui, d'extérieur, en apparence, peut paraître très petit en superficie, mais il est incroyablement dense. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à voir, tout est très concentré dans des espaces restreints, avec des vitrines optimisées et des collections hyper variées. Alors vous allez me dire c'est normal hein, pour un lieu aussi important qu'Hedeby pour l'époque médiévale. Alors j'ai payé 9 € parce qu'effectivement comme c'est en Allemagne c'est en euros, il n'y a pas besoin de faire la conversion. Je crois que j'ai eu une petite réduction parce que j'étais en costume historique, puisque juste après j'allais au marché. Parce qu'en regardant de nouveau le site du musée, j'ai vu que le prix normal c'était 11 € et que le tarif réduit c'était 9. Donc je pense que j'ai eu une petite réduction sans qu'on me le dise. Alors dans ce musée c'était vraiment incroyable, j'ai pu observer des pièces vraiment magnifiques et très variées. Il y avait par exemple de très belles pièces de bijouterie, il y avait beaucoup de mobilier, des seaux, des chaudrons, des coffres, il y avait aussi des armes. Il y avait également des pierres runiques qui étaient dressées là en plein milieu des pièces avec des animations interactives. Il y avait toutes sortes d'outils ou d'ustensiles du quotidien, des pièces de monnaie par centaines, des poteries. Il y avait aussi le célèbre morceau de passementerie d'Hedeby qui était vraiment incroyable et très ouvragé. Mais j'ai une petite chose à dire et c'est le seul point négatif que je trouverais, c'est que bon, cette passementerie, on le sait, elle est minuscule, hein, elle fait vraiment une moitié de phalange et malheureusement, elle était vraiment exposée contre un mur et le box de verre qui la recouvrait, qui la protégeait, était vraiment immense. En plus de ça, il y avait un périmètre de sécurité, il y avait une banderole, en fait on ne pouvait pas accéder, on ne pouvait pas se rapprocher. Ce qui fait que pour observer cette passementerie, on était vraiment loin, alors que c'est un objet minuscule. Et donc j'ai trouvé ça un peu dommage parce que, alors même avec mon appareil photo qui n'est pas très performant,
j'ai pas réussi à avoir un gros plan et j'ai croisé là-bas d'autres reconstituteurs qui essayaient avec leur téléphone de prendre en photo, de zoomer au maximum sur la passementerie. Malheureusement, on n'arrivait pas à avoir les détails de près. Donc ça, j'ai trouvé ça dommage parce que c'est une pièce quand même importante du musée et elle n'était pas vraiment mise en valeur. Un petit brin de lumière ou quelque chose, un îlot central pour pouvoir tourner autour, ça aurait été pas mal. Un autre objet que j'ai adoré voir, parce que c'est une des pièces importantes pour moi, sur laquelle j'ai travaillé ou que j'ai rencontré au cours de mes recherches, c'est ce masque dit de Berserker. J'en avais vu seulement des photos dans des bouquins que j'ai lus, donc j'étais hyper contente de pouvoir le voir en vrai, c'était vraiment une chance. Il y avait aussi les célèbres coffres d'Edeby qui étaient exposés dans un hall avec un bateau reconstitué et des maquettes, donc sur le thème de la navigation. Ça, j'étais très contente de pouvoir les voir, moi qui ai construit mon coffre il y a 2 ans. Et voilà, j'ai trouvé que le parcours dans le musée était bien pensé. Il y avait par exemple toute une salle éclairée avec la mise en valeur de centaines de fragments de poterie et de pièces de monnaie, donc ça j'ai trouvé ça très intéressant. En somme, j'ai beaucoup aimé ce musée, très instructif. J'ai pu voir de belles pièces présentes dans des tombes retrouvées à Edeby. En plus, pour chaque tombe, c'était précisé la plupart du temps dans quelle tombe, quel numéro de tombe comportait cet objet. Donc pour moi, c'était vraiment un musée très intéressant, très bien fourni, très bien pensé et de qualité au regard du prix qui en était demandé. Ensuite, sur la route qui remontait à Furkat, parce que c'était là-bas mon point de chute, je me suis arrêtée dans la ville de Yelling. L'objectif pour moi, c'était d'aller voir la célèbre pierre runique de Harald Aladan Bleu. Le site en lui-même est très intéressant, mais il faut savoir que c'est quand même très aménagé. Alors les pierres runiques, je dis les parce qu'il y a la grosse pierre runique de Yelling avec les 3 faces, mais il y a aussi une petite pierre à côté, des parents, qui mentionnent les parents de Harald Aladan Bleu. Ces 2 pierres runiques sont vraiment fabuleuses et vraiment exceptionnelles à voir de près. Par contre, elles sont dans des box de verre, elles sont protégées. Juste à côté, c'est-à-dire à 2 mètres de la pierre de Yelling, il y a la porte de l'église. Il y a l'église donc qui a été construite à l'époque, puis rénovée ensuite. Alors quand on rentre à l'intérieur, ce qui est intéressant, c'est qu'au sol, dans les motifs du carrelage, ils ont intégré un motif un petit peu, je crois que c'était un motif noir, pour marquer l'emplacement de la sépulture du père d'Harald. Mais bon, il y a énormément de monde, c'est un site vraiment très touristique, donc l'église, ça rentre, ça sort, il y a des visites guidées, c'est un petit peu l'usine. Et puis sur le site, du coup, il y a 2 monticules qui sont censés entourer donc les pierres et qui sont censés se trouver au milieu d'un bateau gigantesque, un bateau funéraire que Harald aurait entrepris de construire, un bateau qui fait, je sais plus, dans les presque 200 mètres, il me semble. Et ce bateau, il est matérialisé par des blocs de pierre blanches inclinés, plantés dans le sol. Mais au moment où j'y suis allée, malheureusement, il y avait des travaux sur ce site, et donc les chemins qui permettent de se balader sur le site et de voir toutes ces pierres, de voir la forme et l'envergure du bateau, eh bien ces chemins étaient un peu coupés, il y avait des barrières, il y avait des choses auxquelles on ne pouvait pas accéder. Donc c'était sympa, mais j'ai pas vraiment pu me rendre compte de l'envergure. Je pense que ça doit être plus intéressant d'envoyer un drone et de regarder le bateau d'en haut et de voir vraiment la forme et sa taille réelle. Cependant, il y a quand même à Yelling, donc le grand bâtiment avec une boutique, et là-dedans il y a un musée qui est gratuit, l'entrée est libre. Alors non, vous n'y verrez pas des pièces de fouilles exceptionnelles, des trouvailles archéologiques importantes. Si vous êtes amateur de matériaux archéologiques, pas forcément le musée à faire, mais comme il était gratuit, je me suis dit que j'allais quand même aller voir. La plupart des objets sont des reproductions parce que les pièces originales sont souvent mobilisées par des gros musées nationaux comme le musée de Copenhague, le musée de Stockholm. Par exemple, la célèbre coupe de Yelling, là, la coupe en argent, à Yelling, il y avait seulement une reproduction parce que la version originale, l'objet authentique, lui, est exposé au musée national de Copenhague à ce moment-là. Donc c'est un petit peu dommage, surtout pour une pièce aussi emblématique, mais bon, je comprends que ce soit les musées nationaux qui aient la primauté de ces objets. Donc pas beaucoup de pièces archéologiques importantes et intéressantes, mais c'est un musée vraiment très pédagogique qui comporte de très belles mises en scène. Je pense qu'avec des enfants, ça doit être vraiment très intéressant pour eux. Il y a beaucoup d'espaces ou de vitrines qui sont interactives, avec par exemple des boutons sur lesquels on appuie pour faire apparaître différents éléments.
ou alors il y a tout un espace par exemple qui explique la vie, les conditions de vie des Vikings selon les saisons, et donc ça change au fil des saisons. Ensuite, très vite, je suis passée dans une salle où il faisait tout noir. En fait, au milieu, il y avait la projection d'un feu, d'un foyer, comme si on était à l'intérieur d'une maison, et il y avait une voix off qui nous racontait une histoire comme si on était au coin du feu, avec des projections, des sons et des lumières pour illustrer l'histoire. C'était vraiment chouette, et il y avait plein d'enfants qui étaient là à écouter les histoires. Il y a même un moment où on passe la porte du Valhalla, en fait avec un hologramme. En gros, on rentre dans une pièce qui est faite de miroirs, et il faut se placer au centre, et puis il y a une petite animation de lumière qui nous... mais c'est en temps réel en fait, en fonction de comment on bouge. En face, on a une projection de notre silhouette sous la forme d'un viking. Et en gros, à mesure qu'on avance vers la porte, il y a des choses qui apparaissent, voilà, le Valhalla se révèle à nous. Et c'est vraiment toute une animation en hologramme vraiment bien faite. Pour les enfants, c'est super. Ensuite, on passe à l'étage, il y a quelques éléments qui sont exposés, mais encore une fois, tout est interactif et c'est vraiment bien fait. Par exemple, il y a un écran géant sur lequel on voit la pierre de Yelling expliquée, peinte, avec des éléments qui se mettent en valeur. C'est le visiteur qui choisit de quel angle il veut regarder la pierre et quelles explications il veut. Il y a aussi des pièces de construction gigantesques qui sont exposées, comme par exemple les piliers d'une palissade ou d'un pont. Et puis à un moment, c'était vachement intéressant parce qu'il y a tout un pan de mur qui comporte un arbre généalogique gigantesque, infini presque, qui va des parents de Harald à la dent bleue jusqu'aux descendants de nos jours presque. Et alors tout ça avec des animations pour dire qui était marié avec qui, les histoires de famille, etc. Pour finir, la dernière partie comportait beaucoup d'informations sur la découverte en elle-même, le site de fouille, l'analyse de la disposition de la découverte, les hypothèses, etc. avec beaucoup de schémas. Donc voilà, pour un musée qui reste gratuit, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, très instructif et bien mis en valeur. Alors bien sûr, quand on y va, il faut être conscient qu'on va pas voir des pièces archéologiques de fou, mais je pense qu'en famille, ça peut être un site intéressant à visiter. En tout cas, pour les enfants, je pense que c'est le moins pompeux, le moins technique, le plus accessible. Ensuite, j'ai fait le musée de Roskilde au Danemark. Alors j'ai déboursé environ 60 couronnes danoises, ce qui fait presque 22 €. C'est un musée qui se trouve tout près de Copenhague, donc sur la dernière île, l'île de Sjælland. Et c'est un musée vraiment gigantesque en termes de superficie. Alors, il se trouve sur le port directement, puisque c'est un musée spécialisé dans les bateaux de la période viking. Alors ce qui était génial, j'ai trouvé, c'est que quand on arrive, une fois qu'on a pris son billet, on arrive directement sur le port et sur ce qui est une sorte d'atelier à ciel ouvert. Alors il y avait un grand hangar, donc un atelier intérieur à côté, mais cet espace-là, c'est une grande zone délimitée pour le public, et on a tous les bénévoles qui travaillent à cet endroit-là pour notamment, enfin au moment où j'y étais, ils étaient en train de découper les troncs à la méthode à l'ancienne, en gros à la main, avec des techniques pour pouvoir séparer de façon régulière le tronc en plusieurs parties et pouvoir faire des planches. D'ailleurs, à cet endroit-là, c'était très intéressant parce qu'il y avait quand même plusieurs panneaux explicatifs qui parlait du bois, de la façon de le travailler à l'époque, des différentes essences de bois, à quoi servait telle ou telle essence de bois pour faire telle ou telle pièce de bateau. Il y avait aussi des informations sur les caractéristiques de chaque bois, leur élasticité, leur densité, leur dureté, leur souplesse, etc. Il y avait aussi la petite cahute de celui qui fabriquait la corde, les cordages, donc avec les différents types de tressage, les différentes matières pour fabriquer de la corde, les différents poils d'animaux, etc. Ça, c'était vraiment un chouette endroit, très pédagogique. Il y avait aussi une petite cabane avec, pour que les enfants puissent fabriquer leur petite réplique de bateau en bois. Tout ça, c'était vraiment très intéressant, cet espace, mais il y avait beaucoup de monde, c'est très touristique. Moi, quand j'y suis allée, il y avait du soleil, il faisait beau, c'était une belle journée, donc autant vous dire que le restaurant du musée était plein. Il y avait vraiment beaucoup de monde pour se déplacer, c'était un petit peu compliqué. Ensuite, quand on avance, il y a un ponton avec plusieurs bateaux reconstruits
donc qui sont sortis de l'atelier et qui sont amarrés. Et donc parmi eux, il y a le célèbre Étalon des mers, le navire de guerre retrouvé à Dublin et qui daterait de 1042. C'est une reproduction qui est vraiment magnifique avec toutes les peintures et tout, et on peut monter dessus pour le visiter. Juste à côté, il y a un petit espace vert en fait où il y avait quelques tentes, parce qu'a priori il y avait une troupe de reconstitution qui faisait des animations pour les enfants, donc c'était des jeux, etc. Bon, c'était sympa, mais bon, je suis pas la cible. Alors après, je pense que c'était quand même un peu léger, je pense qu'ils auraient pu faire plus, un plus gros campement avec plus d'activités, plus de personnel. Il y avait tellement à faire, tellement de choses. Et puis ensuite vient donc le musée, le bâtiment principal. C'est un bâtiment vraiment très imposant, donc il se trouve face à la mer, il y a vraiment plein de vitres qui donnent la vue sur la mer. Moi j'y suis allée je crois en fin de matinée ou début d'après-midi, donc la lumière n'était pas idéale, j'ai trouvé. Après ça n'en reste pas moins un musée assez impressionnant. C'est génial de pouvoir vraiment voir les bateaux de très près, de sentir en fait les proportions. Il y avait aussi des maquettes qui proposaient des versions reconstituées de ce à quoi pouvait ressembler le bateau dans la réalité. Effectivement, ce qui était intéressant, c'est d'avoir des infos sur la navigation et plus précisément sur la bataille et l'embuscade dans la passe danoise qui a fait que ces bateaux-là ont été coulés, en fait, se sont retrouvés au fond de la mer. Il y avait un petit sous-sol en dessous de la boutique sur la découverte elle-même, sur la découverte des bateaux, sur le contexte de découverte, etc. Et puis la boutique qui est vraiment bondée et hors de prix. Donc voilà, c'était le musée très touristique, quoi. J'entendais beaucoup parler français. Mais bon, je suis contente de l'avoir fait au moins une fois. Je ne pense pas y retourner un jour. Par contre, j'attends avec impatience la réouverture du musée des bateaux de Oslo pour justement parfaire mes connaissances sur cette thématique. Après Roskilde, je me suis naturellement dirigée vers la capitale, Copenhague, et là-bas je me suis immédiatement rendue au musée national. Alors comme tous les musées nationaux dans les grandes villes d'Europe, c'est un bâtiment gargantuesque avec des centaines d'ailes et d'escaliers et de couloirs, avec des zones toujours plus grandes les unes que les autres, avec des collections variées, infinies, sur des thématiques et des périodes vraiment très larges, très différentes. Ça me rappelle un petit peu le musée national de Londres. C'est le genre de musée qui nécessite peut-être 3 ou 4 jours pour être fait entièrement et pour pouvoir voir tous les détails de chaque collection. Pour le musée entier, j'ai payé 120 couronnes danoises, ce qui équivaut à peu près à 16 €. Bon, au regard de la quantité de choses que je pouvais voir, c'était quand même pas très cher. Mais moi, forcément, ce qui m'intéressait, c'était l'exposition temporaire sur les Vikings. Alors, il y avait une partie qui était dédiée donc à cette exposition. C'était une zone assez modeste en termes de superficie, j'ai trouvé. Mais par contre, j'y ai passé la journée parce que déjà, j'ai tout pris en photo, donc ça m'a pris du temps. Mais surtout, eh bien en fait, le matériau était vraiment très concentré, il y avait beaucoup de choses à voir au mètre carré. Là-bas, j'ai eu la chance de voir des pièces vraiment authentiques et vraiment magnifiques, des pièces notamment de bijouterie, comme des pendentifs ou des amulettes que je ne vois que dans les bouquins ou dans les thèses que je lis. Il y avait beaucoup de pièces de monnaie, il y avait aussi beaucoup d'objets en or et en argent, et il y avait aussi des pièces de tissu. Par exemple, j'étais vraiment très heureuse de pouvoir voir de près les restes de tissu de Mammen, par exemple les broderies de Mammen, les soieries, les galons, etc. D'ailleurs, il y avait des tenues reconstituées, les tenues de Mammen qui étaient reconstituées et exposées sur des mannequins. Il y avait aussi 2 squelettes qui étaient exposés avec des explications interactives. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'à partir de ces squelettes, ils ont fabriqué des mannequins en cire ultra réalistes avec les données d'ADN ou de biologique, on va dire, donc par rapport à la taille du squelette, à la taille de la personne, la corpulence, la forme du crâne, etc. Après cette partie exposition avec tous les objets, il y avait une sorte de parcours d'environ 20 minutes qui nous faisait suivre Björn voyageant à travers la Méditerranée. J'ai trouvé ça sympa parce que c'était une visite un peu ponctuée de séquences de films avec une ambiance un peu mystique et de mise en lumière d'objets un peu atypiques ou un peu particuliers, vraiment intéressant, j'ai trouvé. Même si ça joue un petit peu sur les codes des séries et des films liés aux Vikings
aujourd'hui. J'ai trouvé que le film était sympa et mettait bien dans l'ambiance. En tout cas, je pense que ça répond clairement aux attentes du public. Dans le temps qui me restait, j'ai pu aussi visiter une partie de l'exposition consacrée au peuple Sami. Puis après, je suis descendue parce qu'à l'autre bout de la cour, il y avait un hall rempli de pierres runiques avec quelques explications. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Après, je suis revenue tranquillement vers le hall d'entrée jusqu'à la toute fin, à la fermeture, tout en passant par des coins où il y avait des objets vraiment phares, des objets indispensables à voir, comme par exemple les cornes d'or de Galaus, le chariot solaire de Trondholm, la tombe de la célèbre jeune fille Edvet, ou encore le chaudron de Gudnestrup. Alors ce musée, c'était vraiment un incontournable pour moi et j'ai vraiment aimé parce que j'ai pu voir de près et photographier de près des objets ou des pendentifs ou des éléments que je montre parfois dans mes vidéos. Et surtout, je suis contente de l'avoir fait parce que cette exposition, elle se termine bientôt pour laisser place à une plus grosse exposition qui sera tout aussi, même voire plus intéressante pour moi. Ce sera pour moi l'occasion de retourner à Copenhague pour justement couvrir cet événement. Mais dès que je suis passée en Suède, mon objectif étant d'aller à Stockholm de façon assez rapide, assez directe, eh bien c'était incontournable pour moi d'aller au musée Historiska, qui est le musée qui rassemble, je crois, la plus grosse collection d'objets de la période viking. Pour ce musée de Stockholm, j'ai payé environ 150 couronnes suédoises, ce qui équivaut à peu près à 13 €. Alors je suis allée aussi sur l'île de Birka pour visiter, mais c'est vrai que là-bas, il y a juste une cahute avec quelques objets, quelques maquettes exposées pour les enfants, mais on peut pas parler vraiment d'un musée. Donc l'essentiel de la matière archéologique concernant la période viking en Suède, elle est au musée Historiska de Stockholm. Et puis c'est vrai que c'est un peu le musée à faire quand on fait de la reconstitution historique de la période viking, parce que ce musée-là, ils ont la plus grande banque de données, de photos qu'ils recensent, qu'ils publient sur leur site internet. Donc quand on a vu tous ces objets en photo sur leur site, on a envie de les voir en vrai. Alors moi j'ai passé vraiment tout l'après-midi dans la partie consacrée aux Vikings parce que j'ai pris littéralement tous les objets, toutes les pancartes, toutes les informations en photo. La collection d'objets est vraiment impressionnante, il y a beaucoup de choses, parfois même des pièces très rares, par exemple le petit Bouddha en jade, ou parfois certains colliers ou pendentifs très lourds et très ouvragés. Alors on y voit de tout là-bas, il y a une quantité phénoménale d'objets en or et en argent. Il y a aussi le célèbre coffre de Mastermur, avec tous ces outils. Il y a beaucoup de passementeries et de galons brochés d'or et d'argent. Et par exemple, j'étais vraiment très contente de pouvoir voir en vrai et voir de près et prendre en photo sous tous les angles les éléments de la tombe 660 de Birka sur laquelle je travaille. L'avantage pour moi, c'est qu'il y avait aussi une quantité impressionnante d'objets en lien avec la magie. Il y avait par exemple des pendentifs en forme de siège, il y avait des amulettes. Il y avait aussi, pour mon plus grand bonheur, toutes sortes de bâtons de vulva, il y en avait plusieurs. Et aussi, il y avait tous les éléments de la tombe complète de Clinta. Donc ça, c'était vraiment le bonheur pour moi qui travaille sur les thématiques en lien avec la magie. Il y avait également plusieurs pierres gravées avec des scènes. Et tout ça était vraiment bien mis en valeur parce qu'il y avait des petites animations avec des projecteurs qui animaient les scènes pour justement donner des explications et aider le visiteur à décoder ces petites scénettes. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il y avait tout un espace où il y avait plein de petits objets, des objets minuscules sur lesquels il y avait des inscriptions runiques. C'était ça le thème. Il y avait vraiment les plus petites inscriptions runiques retrouvées sur des objets minuscules. En tout cas pour moi, ce musée c'est incontournable et ça vaut vraiment le coup pour tous ceux qui veulent avoir des connaissances plus pointues et qui veulent justement compléter leurs recherches. Et en dernier, je voulais vous parler du musée de Jokkmokk. Alors non, il ne s'agit pas à proprement parler d'un musée viking ou sur les vikings, ça c'est clair. Mais je tenais quand même à en parler parce que ça a été vraiment une très belle découverte pour moi. C'est quand je suis montée en Laponie que j'ai pu m'arrêter dans la ville de Jokkmokk qui abrite le musée Attiö, le musée suédois de la montagne et des Samis. Alors l'exposition elle commence dans un grand hall qui comporte toutes sortes d'affiches explicatives, informatives sur le peuple Sami aujourd'hui, sur son fonctionnement, sa politique, sa langue, sa démographie, etc. Et dans un coin il y a une grande tente Sami traditionnelle pour initier l'immersion en fait dans cette culture. Ensuite, le musée se divise en plusieurs parties qui communiquent toutes
par un îlot central et chaque partie est dédiée à une thématique. Alors bien sûr, il y a des parties un peu moins intéressantes qui sont beaucoup tournées pour les enfants ou alors des parties avec des animaux empaillés, mais j'ai quand même eu la chance incroyable de pouvoir observer de très près des outils magiques ou des tambours sami avec des détails sur leur peinture ou sur leur localité. Donc ça, autant vous dire que j'ai mitraillé de photos. Ensuite, il y a toute la partie sur l'artisanat sami, donc le duodie, qui était vraiment stupéfiante. J'y ai vu par exemple tout le travail de l'os, de l'étain, du cuir, mais aussi tout le travail du galon tissé, qui rappelle forcément fortement le galon tissé de l'époque viking. Et enfin, la partie que j'ai adorée, c'était un hall dans lequel étaient exposées toutes les tenues traditionnelles sami selon les régions de Laponie. C'est-à-dire qu'il y avait des vitrines comme ça avec à chaque fois un mannequin homme et un mannequin femme et parfois un mannequin enfant qui portaient des tenues vraiment incroyablement ouvragées avec les couleurs les plus chatoyantes et puis les particularités traditionnelles folkloriques de chaque région. Donc par exemple, il y avait des couleurs propres, il y avait aussi la coupe ou le style du vêtement, il y avait aussi des accessoires propres à chaque région, comme par exemple le couvre-chef, la ceinture ou des chaussures. J'ai trouvé que cette partie était vraiment bien mise en valeur et je suis vraiment heureuse d'avoir fait ce musée parce que j'ai vraiment le sentiment d'en avoir appris davantage sur le peuple des Samis, leur histoire et leur culture. Pour ce musée, j'ai payé 100 couronnes suédoises, ce qui équivaut à peu près à 10 €, ce que j'ai trouvé assez raisonnable, sachant que j'en ai dépensé le double dans la boutique. Si vous avez l'occasion d'être en Laponie, je pense que c'est indispensable d'aller visiter un musée sur le peuple Sami parce que ça fait partie de l'histoire de la région. Mais bien sûr, si vous n'allez pas aussi loin en Suède, si vous avez l'occasion d'aller dans les capitales, je pense que les musées nationaux sont vraiment incontournables et pourraient vous apporter beaucoup de connaissances ou beaucoup d'éléments pour vos recherches. Mais bien sûr, si vous y allez en famille avec des enfants qui sont plutôt petits, ça peut être bien aussi de sélectionner des musées en fonction de leur côté pédagogique. En tout cas, j'ai l'impression d'avoir fait vraiment des musées variés et à chaque fois ça m'a permis d'en apprendre davantage sur le lieu de fouille. Dans tous les cas, allez au musée parce que c'est vraiment trop cool. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et que ça vous donnera des éléments pour organiser votre prochain voyage. Si vous voulez coupler ça avec aussi les villages reconstitués de Scandinavie, vous pouvez aller voir ma précédente vidéo. Comme ça, vous faites vos petits itinéraires, c'est très bien. Si vous voulez me suivre, c'est sur YouTube ici, vous pouvez vous abonner et mettre la cloche. Mais vous pouvez me suivre aussi sur TikTok ou Instagram. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!